Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et comme par hasard, c'est ce même Camille Renat qui est à notre micro. Bonjour Camille. Bonjour Florian, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Camille, vous êtes DJ et philosophe et vous êtes fondateur du collectif Superspective. On va passer 20 minutes ensemble pour échanger autour des choix musicaux que vous nous avez transmis. Mais d'abord, avant toute chose, j'ai une petite question. Vous décrivez, je l'ai dit, comme DJ philosophe. Ça veut dire quoi ? Vous êtes plutôt philosophe, plutôt DJ ? Est-ce que vous êtes philosophe la journée et DJ la nuit ? Et dans quelle mesure la philosophie imprègne finalement votre pratique musicale ? Bonjour, merci pour cette question qu'on m'a jamais posée, donc je suis ravi d'y répondre. Je me présente parfois, et pas si souvent pour être honnête, comme DJ philosophe, parce que d'abord ça me fait rire. Et c'est au fil des hors les murs du festival Superspective qu'on propose à l'Opéra Underground depuis 3 ans, que j'ai mis ce petit syntagme rigolo sur ma pratique de la musique et comme conférencier et comme mélomane. Alors en fait, ça recoupe effectivement ma pratique de la philosophie qui s'oriente de plus en plus sur la question de l'écoute depuis quelques années, et notamment depuis que tout simplement j'abandonne le navire de l'éducation nationale, ça fait bientôt 7 ans, pour me concentrer de plus en plus sur des questions de programmation, d'organisation de ce festival Superspective, dont on dira peut-être un mot, et notamment sur les musiques de création, des musiques un peu bizarres qui supposent une écoute particulièrement active. Et ces musiques-là, il m'arrive assez régulièrement de les présenter sur des formats qui tiennent à la fois de la session d'écoute ou de la conférence, où il faut trouver cette espèce de ligne de crête entre le concept qui ouvre l'oreille et l'expérience sensible. Donc l'opéra m'a beaucoup servi de laboratoire, et comme la programmation de Superspective d'ailleurs, pour ce format-là. Et en gros, ça vient aussi d'une question, pour donner une réponse complète. Comme organisateur de festival, je suis bien contraint, pour dire ça comme ça, de donner beaucoup de place à la musique live. C'est évidemment ce que la plupart des gens attendent d'un festival, et en premier lieu les artistes, bien sûr. Mais comme mélomane, j'avoue presque une préférence pour la musique enregistrée, en fait. Et c'est une question qui me fascine pas mal, de trouver des usages créatifs à partir des musiques enregistrées, à partir du disque tout simplement. Et c'est évident que les DJ sets dans toutes les musiques dites actuelles, les musiques de danse, etc., tout ça se fait très naturellement. Et pour les musiques plus contemplatives, les musiques plus expérimentales et plus bizarres, il faut trouver des biais un peu différents. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec, par exemple, la session d'écoute que je proposerai tout à l'heure à 17h sur l'écoute de la nature, où je relierai, par exemple, Pythagore avec le travail des audionaturalistes que j'admire profondément. Et justement, à ce titre, dans quelle mesure cette notion d'écoute, en tant que philosophe, elle vous semble importante aujourd'hui ? Et on est ici sur Radio Anthropocène, on discute de ces enjeux de l'Anthropocène. En quoi l'écoute, ça fait sens pour vous, pour penser ce moment dans lequel on vit ? Je pense que ce qui est fascinant avec cette question de l'Anthropocène comme un prisme très transversal, en fait, qui permet un regard un peu nouveau sur... en fait, de faire une sorte d'état des lieux de la culture au sens le plus large. Et en fait, au sens le plus large, on est dans une culture qui est très visiocentrée, qui est très dominée par tout simplement du visuel, même la notion de preuve, par exemple, qu'on va demander pour avoir, pour valider un diagnostic sur l'état de la biodiversité, par exemple. Tout ça est très orienté en permanence sur le visuel. Alors, il y a une histoire de ça qui se documente de manière très claire et très accablante aussi. Et en fait, c'est un enjeu qui me paraît aussi bien esthétique que politique, et donc dans les grandes largeurs, un enjeu culturel fascinant que d'essayer de retrouver des éléments de culture un peu audiocentrique, pour se laisser toucher autrement, pour réfléchir autrement, pour voir, non pas voir autre chose, mais entendre autre chose de ce qui se passe aujourd'hui. Alors Camille Renat, on va écouter votre premier choix musical, qui est Solo Whale de Frank Washington, et puis on va en discuter juste après.
Alors, on est toujours en train d'écouter Solo Whale de Frank Washington. Pourquoi ce choix, Camille Ronin? En fait, d'abord, c'est un disque naturaliste très important. C'est le disque naturaliste qui s'est le plus vendu au monde, à plus de 130 000 exemplaires. C'est un disque de 1970 de Roger Payne, qui est un spécialiste des cétacés, et qui a sorti sur disque, dans le label des Beatles, aux États-Unis, Capitol, les enregistrements de Frank Washington, dont vous parliez. Et en fait, c'est une histoire fascinante parce qu'encore une fois, ça fait partie ça ouvre une fenêtre à la fois sensible, politique, sur un bout de cette planète qu'on connaît mal, les fonds marins. Et cet enregistrement, au départ, est accidentel. Frank Washington, c'est un officier de la Navy qui enregistrait pendant la guerre froide avec des hydrophones au niveau des Bermudes. Il était là, posté à attendre des sous-marins russes qui, à l'époque, faisaient du bruit. Et il se trouve qu'il découvre qu'il y a des sons dans tous les sens à 500 mètres de fond, et notamment ces sons qui sont des chants de baleines à bosse. Le disque est sorti et il a cartonné. Alors pourquoi ça cartonne, cette musique? C'est quand même une bonne question. Et pourquoi c'est intéressant de l'écouter aujourd'hui? Pour plein de raisons. Alors à l'époque, c'est la chasse à la baleine. C'est le succès de ce disque qui a permis le moratoire sur la chasse à la baleine, qui était un carnage. 100 000 baleines tuées par an. C'était... Et tout simplement, la baleine, la profondeur de l'eau, c'était la meilleure métaphore de la descente dans l'inconscient, dans les profondeurs psychédéliques, à l'époque où philosophie et LSD marchaient de pair. Donc il y a eu aussi ça, l'espèce de métaphore du trip qu'on fait avec les baleines pour interroger un peu la culture par le fond. Et donc, dans toute la culture, on va dire New Age ou psychédélique, la baleine a eu un rôle très très important. Et tout simplement, même pour le grand public, les gens ont découvert qu'en fait, l'océan, c'est pas du tout silencieux. C'est plein de sons. Et notamment, ce qu'on entend, si on écoute très attentivement, c'est effectivement une baleine qui chante, mais aussi on entend le chant des hélices. On entend des explosions de dynamite pour des forages à côté. Et on entend qu'en fait, la vie des baleines est menacée par la pollution sonore sous-marine qu'on ignore absolument, mais qui a un énorme problème. On va enchaîner avec un deuxième choix musical, c'est Birds partie 1 de Chassol. On en parle un petit peu avant de l'écouter ? Ouais, alors Chassol est un artiste que j'aime énormément. On l'a invité avec François 2 fois à Superspective. Et le projet qu'il se donne est très pythagoricien, dans le sens c'est d'harmoniser la nature. Donc il va enregistrer un enregistrement de terrain, là en l'occurrence des oiseaux de la Martinique. Et par-dessus, il ajoute une ligne de basse, quelques accords au piano. Et le projet esthétique qui consiste à harmoniser la nature, il en ressort une grande tendresse, quelque chose qui est aussi... je parle de tendresse, c'est aussi affectif, social, politique, c'est un vrai... il y a quelque chose d'assez programmatique sur ces aspects-là. Donc je vous propose d'écouter Birds partie 1.
Antoine de Chassol, Camille Rona, vous en doutez, avec un tel titre, Birds, je vais vous demander de nous raconter un petit peu le choix de titre de votre masterclass Un printemps silencieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce nom et finalement évoquer un petit peu ce que vous allez raconter au cours de cette masterclass? Un printemps silencieux, ça fait référence à un texte qui est très important dans la culture écologique, qui est l'essai de Rachel Carson, paru en 1962, qui s'appelle Silent Spring. Donc, Rachel Carson, c'est une océanographe américaine qui a documenté dans ce livre un truc qui n'a rien à voir avec l'océanographie d'ailleurs, qui est le problème massif des pesticides aux États-Unis après l'invention du DDT. Et la perspective, du coup, si la pollution chimique se poursuivait à ce rythme, la perspective de se retrouver rapidement devant une espèce de scénario cauchemardesque d'un printemps silencieux, d'une nature morte, quoi. Et donc, ma conférence pose la question de l'écoute de la nature et comment et pourquoi, etc. Et ça pose aussi la question de est-ce qu'il y a encore quelque chose à écouter et dans quelle mesure on pourra toujours écouter la nature, en l'occurrence les oiseaux, depuis la sortie du livre de Rachel Carson. Bon, les chiffres, en gros, sont plus depuis les années 80, mais il y a moins 50% d'oiseaux dans les milieux agricoles, du fait encore aujourd'hui des pesticides depuis les années 80. Pour les insectes, c'est encore pire, ça va jusqu'à moins 75%. Donc la question, c'est de savoir si, en fait, par exemple, Pythagore définit l'écoute de la nature comme le plus gros geste poétique, intellectuel et philosophique qu'on puisse faire. Pythagore, la nuit, quand il avait fini son boulot, il sortait sans instrument, sans rien, dans le silence de la nuit, pour se connecter par l'oreille au cosmos, quoi. Alors on peut dire, ouais, Pythagore, c'est le premier des fumistes et tout, peut-être. Mais s'il n'y a plus rien à entendre, c'est-à-dire si le silence est plus cette espèce de condition de l'écoute, mais est juste le bruit de la mort, bah, c'en est fini. En un sens, c'est pire que ce qu'on pourrait penser. C'est non seulement fini des oiseaux, des insectes, des baleines et puis et de tous les sons intéressants, mais c'en est fini de toute possibilité d'émancipation par l'oreille, en fait. Alors, on va enchaîner avec un troisième choix musical, Gran Sabana de Jean C. Rocher. Comment on prononce? Et il s'appelle Jean-Claude. Jean-Claude, oui, bah Jean-Claude Rocher, du coup, tout simplement. Est-ce qu'on peut passer l'extrait à partir de 3h30? Camille, est-ce qu'on peut faire ça? là que c'est le plus intéressant. Du coup, on va en parler un petit peu pendant que Camille cale l'extrait à partir de 3h30. C'est le plus grand ornithologue et audionaturaliste français, qui est une espèce d'énorme star mondiale, qui a 92 ans aujourd'hui et que pas grand monde connaît, à part les amateurs d'oiseaux. Donc il n'y a aucune honte à pas savoir prononcer son nom. Non, mais du coup on peut dire Jean C. Rocher. Et là on écoute un extrait d'un de son disque le plus célèbre, qui est un peu un disque culte dans les milieux, on va dire, musique électronique, musique expérimentale, qui est Oiseau du Venezuela, sorti en 73 sur son label L'Oiseau Musicien. Alors a priori c'était pas le bon expliquez-nous. Non mais il est super aussi. En fait au début vous entendiez un chant très flûté, très rapide, c'est le troglodyte musicien, qui est un des meilleurs chanteurs du monde d'après Jean-Claude Rocher. Et après là cette espèce de vague sonore très inquiétante, c'est des singes hurleurs, les singes rouges de la forêt amazonienne. C'est un super enregistrement, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Donc voilà, ça fait un petit extrait pour découvrir Jean-Claude Rocher, qui est vraiment
qui est vraiment un gars incroyable. Sinon, vous faites partie d'un collectif, c'est Superspective. On en a déjà parlé un peu avec François Mardi-Rossian, c'était jeudi. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu son histoire, son actualité et puis ce que vous y faites ? Alors c'est un collectif au sens le plus minimal possible, puisqu'on est deux. C'est gros collectif. C'est surtout un duo avec François Mardi-Rossian, qui est pianiste et avec qui on est meilleurs amis depuis la classe de seconde. Et on a commencé à avoir envie de faire des projets ensemble en s'échangeant des CD gravés sous le manteau en cours de récré. Et assez rapidement, donc on a une grosse passion. Lui vient plutôt de la musique classique et moi plus du plus jazz par exemple. Et en fait, on s'est retrouvés sur l'idée de musique contemporaine, quoi. Et on a eu longtemps envie d'en faire quelque chose et l'occasion s'est présentée avec un lieu magnifique dans lequel on a créé pendant 5 ans ce festival. C'était à la Maison de Lorette. Et un lieu qui est tellement beau, qui était tellement sympa qu'on pouvait programmer ce qu'on voulait. Les gens étaient contents parce que dans tous les cas, même si la musique était à première oreille ou à première vue très décevante pour eux, ils passaient quand même un bon moment. Et en fait, on a perdu ce lieu et là, on est sur le point de retrouver un point de chute à la chapelle de la Trinité, où on vous donne rendez-vous à partir de septembre-octobre, qui est un beau lieu assez peu connu encore, près de l'Opéra, entre l'Opéra et la Bourse à Lyon, où on aura le plaisir de programmer avec les concerts de l'Hôtel-Dieu, qui est un ensemble baroque à Lyon, inventer une saison originale qui va marcher sur 2 pieds, un pied baroque et puis un pied musique bizarre. Musique bizarre. En parlant de musique bizarre, votre actualité, du coup, c'est quoi ? Eh ben, ça va être mon actualité, c'est de préparer tout ça et j'en ai pas spécialement d'autres. Là, je suis très content de participer à l'école de l'Anthropocène et à partir après le DJ set de ce soir et une bonne nuit de sommeil, j'ai préparé une belle saison pour retrouver le public l'an prochain à la Trinité. Et justement, en 2 mots, qu'est-ce qu'on va écouter ce soir ? Alors ce soir, en fait, ça n'a pas vraiment de rapport avec le thème de la soirée, si j'ai bien compris, qui est plus sur l'alimentation et comment mangera-t-on en 2050. J'ai plus pris le parti de faire écouter des musiques liées au thème de l'Anthropocène et d'une possible apocalypse dont on serait responsable. Et de faire danser les gens dessus. Donc, on va danser quand même là-dessus. Ouais, l'idée c'est de danser un peu sur la fin du monde et sans cynisme en fait. C'est ça qui est pas facile. Une sorte de danse macabre. Eh ben, ouais, j'espère pas. En tout cas, merci beaucoup Camille Renat. Donc on vous retrouve ce soir pour la deuxième partie de Soirée La Table qui nous rassemble. Et sinon, c'est à 17h pour votre masterclass au collège Truffaut. Un grand merci, puis à très bientôt sur Radio Anthropocène. Merci. Nous, on va continuer tout de suite avec une conversation qui est intitulée Affect et engagement, faire face à l'angoisse écologique. Mais juste avant, on va écouter votre dernier choix musical qui est Utopia de Björk. Je ne vous ai pas posé la question, pourquoi ce choix, peut-être en 2 mots ? Parce que Björk reprend, il y a un chant d'oiseau très explosif dans le début de ce morceau qui est repris à Birds of Venezuela de Jean-Claude Rocher. Justement, donc Utopia de Björk.